Avant de commencer, on va vous expliquer un petit peu le déroulement de la journée. Nous allons commencer par faire une brève présentation, Jean-Laurent et moi, au sujet des traitements forcés au Canada. Par la suite, nous aurons l'occasion d'entendre une présentation par Rob Whippen, qui est ici dans la salle, que nous aurons l'occasion de vous présenter tantôt, et qui nous parlera des hospitalisations forcées. Par la suite, on prendra une pause qui devrait être une pause assez longue, mais comme on est déjà un peu en retard, je ne sais pas exactement comment ça ira, mais donc il devrait se dérouler autour de 14h10 jusqu'à 14h50. L'objectif de cette longue pause, c'était de permettre que les gens puissent se parler, connecter ensemble et se rencontrer. Et par la suite, nous aurons une table ronde lors de laquelle, qui va être modérée par Eugène Leblanc et qui réunira Kayla DeMong, Lucie Costa, Fiona Jagger, Brian Lefrançois et Eva Ottawa. Par la suite, nous aurons des discussions de groupe. On vous propose en fait d'avoir ces échanges-là entre vous. Donc, vous avez vu que sur votre cocarde, vous avez un numéro de groupe et que sur les tables, il y a des numéros de table. Donc, après la pause, ça serait important de s'asseoir à la bonne table puisque vous êtes ensemble. En fait, on a fait des groupes en fonction notamment de mélanger en fait les points de vue des personnes. Donc, vous avez tous des profils un peu différents aux tables. Et puis, en fonction de la langue aussi, puisque certaines personnes disent avoir besoin de traduction. En ligne, vous aurez l'occasion de faire ces discussions-là dans des breakout rooms qui ont déjà été planifiés de la même façon en fonction de la langue puis en fonction de vos profils. Donc, vous aurez l'occasion de rencontrer des gens d'un peu partout et puis qui ont des profils différents des vôtres. Donc, vous serez automatiquement assigné à un breakout rooms et puis la discussion devrait se dérouler entre 30 et 40 minutes à peu près. À chaque table, et dans chaque groupe, il y aura une personne qui va animer ces discussions-là et qui prendra des notes. Et l'objectif, c'est que par la suite, lorsqu'on reviendra ensemble, on pourra échanger très brièvement sur ce qui s'est dit dans les groupes. Mais par la suite, on prendra toutes les notes qu'on pourra compiler et vous les envoyer par courriel. Donc, vous aurez l'opportunité de voir un peu ça a été quoi la nature des discussions dans chacun des groupes. Évidemment, ce sera anonyme. Et puis, vous aurez aussi l'opportunité lors de la même communication d'obtenir les PowerPoint des présentations. Donc, voilà. Alors, nous allons commencer la présentation. Donc, en fait, Jean-Laurent et moi, on travaille sur la question des traitements forcés au Canada, un peu dans la foulée de ce qui s'est passé dans les dernières années, du débat, en fait, en cours, notamment dans les prairies, autour des soins forcés pour l'addiction. On s'est rendu compte, en fait, effectivement, que ce débat-là avait débuté aux États-Unis, avait donné lieu à des changements législatifs qui étaient quand même des changements législatifs très importants, mettant en place des procédures accélérées pour des traitements forcés en matière d'addiction et qui visent généralement des personnes particulières. Donc, généralement, des gens qui vont soit être en situation d'itinérance, soit à risque d'itinérance, soit surjudiciarisés, que ce soit dans le système de justice criminelle ou dans un autre système de justice. Donc, une possibilité de forcer des traitements, souvent de façon plus aisée, une procédure plus rapide, plus simplifiée et pour une plus longue période, selon finalement la condition sociale de certaines personnes et les situations dans lesquelles de crise, je dirais, dans lesquelles on se trouve. Donc, et on observe au Canada un peu la même chose, c'est-à-dire ce discours autour des crises sociales multiples que l'on vit, crise du logement, itinérance, fentanyl et autres. Et puis ce lien qui est fait entre problèmes de santé mentale, utilisation de substances et cette idée que la coercition serait probablement une solution à ces enjeux-là. Et en parallèle de ça, donc il y a ce discours qui a cours depuis quelques années. Il y a quand même eu des changements législatifs qui ont commencé à être mis en place, notamment en Alberta, au Manitoba. C'est en cours de discussion en Saskatchewan. Mais en parallèle de ça, ce qu'on observe aussi, c'est quand même la hausse de l'usage de la coercition en psychiatrie à peu près partout au Canada, ou en tout cas où on peut avoir des données. Rob aura certainement l'occasion d'y revenir. Et donc, on observe que c'est quand même étonnant de se dire qu'on a besoin de nouveaux mécanismes juridiques, de nouveaux dispositifs, régimes juridiques particuliers pour soigner des gens contre leur gré, alors qu'on le fait déjà
On le fait déjà beaucoup et on le fait de plus en plus. Et on voit aussi d'ailleurs que le profil des personnes visées par ces mesures-là, ben, c'est exactement le profil dont je viens de parler. Donc, des personnes qui vivent justement dans ces situations-là. Alors qu'en même temps, on a quand même le discours comme quoi les enjeux de santé mentale, ben, ça touche tout le monde. C'est pas une question de classe sociale ou quoi que ce soit. Donc, on s'intéressait un peu à cette question-là, puis on voulait en fait faire un état des lieux de ces enjeux, puis comprendre un peu d'où viennent en fait ces volontés de changement qui sont souvent mises sur le compte d'une certaine compassion, donc de dire finalement, c'est pas si coercitif que ça de forcer quelqu'un dans les traitements, c'est parce que cette personne en a besoin, qu'elle le voit pas, et nous, on le voit, on le sait, on sait quoi faire pour elle, et donc, par compassion, on va l'amener à se traiter. Autre élément quand même remarquable, c'est le consensus politique autour de ça. C'est-à-dire que le débat est mené, je dirais, par peu de groupes. Je dirais la bataille est menée par peu de groupes. Il y a peu de personnes qui s'opposent frontalement à cette idée d'amener des gens dans les soins forcés. Il y a un consensus notamment entre les partis politiques, je dirais. Donc, on observe par exemple qu'au Manitoba, un gouvernement dirigé par le NPD prend des décisions qui vont être similaires à celui de l'Alberta, un gouvernement conservateur. C'est quand même quelque chose d'étrange. C'est peut-être en Colombie-Britannique que c'est le plus évident. Alors qu'on a pris des mesures, c'est les mesures avant-gardistes au Canada en matière de harm reduction et qu'aujourd'hui, on en arrive à l'idée qu'on va probablement légiférer pour forcer plus de personnes dans des traitements, alors qu'en même temps, on a la législation la plus laxiste au sujet de la coercition. Et tout ça sans vraiment que... donc, c'est même premier ministre, même parti politique. Donc, bref, c'est quand même... ça nous posait beaucoup de questions. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a souhaité, qu'on a proposé à la Commission du droit du Canada, que l'on remercie d'avoir accepté ce projet, donc d'écrire ce rapport sur les soins forcés au Canada, rapport qui devrait être prêt bientôt d'ailleurs, et que nous organisons d'ailleurs cet événement, puisque dans le cadre de ce rapport-là, la Commission du droit propose en fait l'organisation d'un événement d'engagement communautaire autour de la thématique du rapport. Donc, c'est pour ça qu'on vous convient à discuter de ces enjeux-là. Et encore une fois, on est très content de voir que ça préoccupe beaucoup de personnes. On va aller à l'autre. Donc, très rapidement, parce qu'on n'en rentrera absolument pas dans les détails maintenant, mais c'est un tableau qui vous montre en fait comment est-ce qu'on peut amener une personne dans les soins forcés au Canada. Donc, vous avez sur le côté évidemment toutes les provinces et territoires, et vous pouvez voir en fait que dans plusieurs provinces, vous avez plusieurs moyens de le faire. C'est-à-dire que il n'y a pas juste une mesure qui permet en fait de traiter quelqu'un contre son gré. De ce point de vue-là, le Québec, jusqu'à récemment, parce que le Québec a aussi son projet de loi, en fait, qui a été présenté, qui pourrait peut-être changer des choses, mais le Québec, donc, est une province où il y a vraiment un seul moyen de forcer des traitements sans le consentement d'une personne. Puis, je souhaite insister sur le fait que quand on parle de soins sans consentement, c'est aussi sans consentement substitué, c'est-à-dire sans l'idée qu'une personne qui est inapte à donner son consentement il y a quelqu'un d'autre qui va donner le consentement à sa place. Donc, c'est donc une personne pour laquelle on a décidé que peu importe en fait le fait qu'elle puisse ou non consentir à ses soins, on va l'amener à prendre un traitement contre son gré. Donc, vous pouvez voir en fait que dans plusieurs cas, on va pouvoir, par exemple, forcer des traitements automatiquement lorsqu'une personne est admise involontairement à l'hôpital. Souvent suivant des critères qui ne sont pas des critères reliés directement au consentement aux soins, par exemple. Il y a donc dans certaines provinces une pluralité de critères. Quelquefois, parmi les critères, il va y avoir le fait que le traitement est nécessaire, que la personne refuse le traitement, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et donc, vous voyez là ici que, par exemple, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, par exemple, sont des endroits où on peut traiter une personne automatiquement dès qu'elle est admise contre son gré à l'hôpital. Pourtant, ce sont justement des lieux où on discute actuellement d'avoir des nouvelles lois pour forcer encore plus facilement des personnes qui auraient peut-être un profil un peu différent, mais en tout cas plus spécifiquement sur l'addiction, dans des traitements forcés. Donc, dans d'autres cas, on va pouvoir en fait, quand on admet la personne contre son gré, on va pouvoir la traiter en plus, en attendant, par exemple, une décision qui va venir qui va être un consentement substitué, une personne qui va donner le consentement pour cette personne, un tribunal ou autre tiers qui pourrait donner son consentement. Donc, pendant cette période d'attente
du consentement substitué, eh bien, on va pouvoir traiter la personne contre son gré. Dans d'autres cas, ça va être vraiment à l'extérieur aussi qu'on va pouvoir continuer de traiter cette personne contre son gré. Donc, vous avez les traitements forcés à l'intérieur de l'hôpital, les traitements forcés dans la communauté. Dans plusieurs provinces, on peut faire les deux. Dans certains cas, comme en Colombie-Britannique, c'est assez intéressant parce que si vous êtes interné, donc admis involontairement à l'hôpital, on peut commencer le traitement à ce moment. On peut vous donner tout simplement des sorties qui peuvent durer jusqu'à 180 jours renouvelables, pendant lesquels vous allez être dans la communauté, mais légalement toujours admis contre votre gré et vous pourrez être aussi forcé de prendre des traitements. Donc, il y a toutes sortes de moyens légaux comme ça pour arriver à traiter une personne contre son gré. Un des moyens de traitement en communauté, ça va être, qui est le plus connu, c'est les Community Treatment Order, donc les CTO, qui vont être un moyen d'amener une personne, donc via une décision judiciaire ou non, parce que dans certains cas, c'est d'autres façons par lesquelles on peut amener une personne qui n'est pas nécessairement admise contre son gré à l'hôpital à prendre des traitements contre son gré en communauté. Donc, vous pouvez voir, en fait, qu'il y a une pluralité de manières de s'y prendre. Malheureusement, on n'a pas du tout le temps d'entrer dans les détails techniques, mais j'espère vous avoir donné quand même un espèce de portrait qui permet de voir qu'en fait, légalement, il existe vraiment beaucoup de façons de se rendre, en fait, à des traitements forcés, que ce soit lié ou non à une hospitalisation involontaire, qu'une hospitalisation involontaire soit envisagée ou non. Et j'aimerais dire, je ne peux pas me prononcer là, actuellement si je n'ai pas en tête chaque province, mais j'aimerais dire que de façon générale, la question de savoir si les traitements forcés fonctionnent ou non, c'est un bon moyen en fait d'agir auprès d'une personne. Est-ce qu'on va atteindre des résultats? Cet aspect des choses-là n'est que très peu discuté en fait au moment où on légifère. Donc, dans ces cas-là, de façon générale, donc on a dans toutes les provinces des moyens d'y arriver, de traiter quelqu'un contre son gré. De façon générale, on a pris la décision, lorsqu'on a légiféré, de la façon dont on va s'y prendre, sans considérer les données scientifiques disponibles, sans considérer en fait, mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux finalement, quel genre de procédure juridique nous amène à des vrais résultats, ou même, est-ce que scientifiquement, on a des preuves que les traitements forcés, c'est une bonne chose. Donc voilà, je vais laisser la parole à mon collègue. Merci Emmanuel, je pense que c'était une transition spectaculaire, c'était bien fait. Comme Emmanuel l'a mentionné, on n'a pas le temps vraiment d'entrer dans les détails puis les nuances, donc j'espère vous brosser un portrait assez général. D'abord, lorsque je me suis penché sur la question de l'efficacité des traitements forcés dans la littérature scientifique, la première chose qui est évidente de façon très claire, c'est que les études en général sont de très mauvaise qualité. Donc, c'est souvent des études sans groupe contrôle, des études non randomisées qui sont faites dans le monde, puis au Canada particulièrement aussi, sur l'efficacité des traitements forcés. Et puis, cette question, donc il y en a juste quelques-unes. On peut les compter là, sur les doigts de peut-être une main, deux mains au niveau mondial, des études qui ont été menées spécifiquement sur les traitements forcés. Le deuxième grand constat de la revue scientifique, c'est qu'on ne s'entend pas sur ce qu'on veut dire par efficacité. Donc, il y a deux grands mouvements. D'abord, l'efficacité clinique. Donc, les gens qui font de la recherche en sciences plus de la santé, en médecine, regardent, bon, est-ce qu'il y a des facteurs cliniques qui s'améliorent lorsqu'on donne des soins forcés à des gens? Et il y a un autre pan plus juridique, j'imagine, puis ça commence. Là, le premier article en la matière a été publié en 2019, où est-ce qu'on questionne le but clinique de ces traitements forcés, puis on dit non, en réalité, on devrait évaluer l'efficacité des traitements forcés, non pas par leurs effets sur la progression clinique des gens, mais sur une comparaison de ce qui arriverait si on ne donnait pas ces traitements forcés-là aux gens. Puis je vais vous donner l'exemple le plus frappant, c'est dans les ordonnances de traitement communautaire ou les CTO, où est-ce que cet auteur-là en particulier mentionne que le CTO ou l'ordonnance de traitement communautaire ne devrait pas être évalué en fonction de s'il aide la personne, mais devrait être évalué en fonction de est-ce que c'est moins coercitif qu'une admission forcée à l'hôpital. Donc, on vient changer complètement la perspective sur l'évaluation de l'efficacité.
J'ai trouvé aucune étude qui parle qui a évalué ça spécifiquement. Moi, je me suis concentré vraiment sur les effets cliniques de l'efficacité. Donc, de façon, pour vous faire un genre de miroir à ce que Emmanuel vous a présenté, j'ai divisé un peu ma recherche en 3 milieux. D'abord, les milieux fermés, les traitements forcés psychiatriques en communauté, puis finalement, les traitements forcés pour l'utilisation de substances. Ce qu'il faut dire d'abord pour les traitements forcés psychiatriques en milieu fermé, c'est qu'il y a certaines études qui mentionnent qu'il y a une amélioration à court terme de l'état clinique de la personne. Mais il y a une grosse nuance, c'est pour ça qu'il y a un astérix là, sur la diapositive, c'est que habituellement les gens qui sont donnés des traitements forcés en milieu fermé à l'hôpital sont souvent les gens qui ont des profils cliniques qui sont plus détériorés, si vous voulez. Donc, c'est pas une surprise que lorsqu'on les compare aux gens qui accèdent des traitements de façon volontaire en milieu fermé, qu'ils commencent pas à la même place. Donc, à la fin, lorsqu'on fait l'évaluation, il y a une amélioration à court terme. Mais cette amélioration-là, on la voit pas à long terme. Donc, ça s'arrête genre à la sortie de l'hôpital. Mais malgré ça, il y a des effets négatifs qui sont extrêmement documentés. Donc, l'injustice procédurale, la relation thérapeutique entre les soignants et les gens qui est affectée. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui me choque le plus, mais ce qui m'intéresse au niveau plus scientifique, c'est l'augmentation de l'utilisation des mesures de contrôle ou des contentions lorsqu'une personne est admise et qu'on a des traitements forcés sur cette personne-là. Donc, non seulement est-ce que les traitements sont forcés, mais il y a aussi des mesures de contrôle qui viennent s'ajouter en plus de ces traitements-là. Pour les traitements forcés psychiatriques en communauté, habituellement, la plupart des études évaluent 3 facteurs principaux pour évaluer l'efficacité, soit les taux de réadmission à l'hôpital, le temps passé à l'hôpital sous ordonnance de traitement communautaire ou sous traitement forcé en communauté, et les utilisations de services communautaires. Bon, les études qui sont robustes que j'ai consultées ne démontrent aucune efficacité de ces traitements-là forcés en communauté, du tout, à une exception près. Il y a un facteur qui semble fonctionner pour les traitements, mais c'est très minime d'abord, c'est que les gens sous ordonnance de traitement communautaire ou sous soins forcés en communauté semblent être 6 fois moins sujettes à être elles-mêmes victimes de violence. Et ça, c'est si on considère pas que le traitement forcé lui-même, c'est violent, d'abord. Mais bon, il faut le mentionner. Et finalement, pour les traitements forcés pour l'utilisation de substances, c'est un petit peu difficile de les délier, ce qui existe en communauté versus en milieu fermé, parce que, bon, on ne fait pas cette distinction-là. Et ce qui est important de comprendre aussi pour les traitements forcés pour l'utilisation de substances, c'est qu'à la base, les traitements, oublions le fait que ça soit forcé pour l'utilisation de substances, la base empirique pour ces traitements-là est différente en fonction des substances. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a une assez bonne base empirique scientifique pour suggérer que les agonistes des opioïdes, c'est bon pour aider les gens à faire le sevrage des opioïdes. Ça existe, c'est vrai. Par contre, il n'y a pas de données ou il n'y a pas de base empirique pour les traitements pour les stimulants, par exemple, pour le cannabis, par exemple. Pourtant, dans les législations, puis dans beaucoup d'études scientifiques, pas tous, mais beaucoup, on ramasse tout ça ensemble sous l'égide de l'utilisation de substances. Donc, il n'y a pas de différenciation de fait. Et donc, en tout cas, donc il y a ça. Il n'y a pas d'efficacité démontrée pour les traitements forcés pour l'utilisation de substances. Ça n'existe pas. Non, on peut revenir 2 secondes. Merci. Donc, ça n'existe pas. Par contre, il y a des effets secondaires extrêmement néfastes pour les traitements forcés pour l'utilisation de substances. On sait que les gens, par exemple, qui sont incarcérés, qui sont forcés dans un sevrage d'opioïdes, ou les gens qui sont ou qui reçoivent des traitements forcés pour les opioïdes, lorsqu'elles sont remises en liberté, si vous voulez, les risques de mortalité sont élevés. Donc, il y a des effets mortels sur les gens, particulièrement pour documenter pour le trouble d'utilisation des opioïdes. En plus
de ce qui est sur la diapositive, il y a une chose qui est importante de mentionner, c'est que souvent, ces études-là qui font des comparaisons entre les traitements forcés et quelque chose d'autre, ce quelque chose d'autre est soit pas de traitement ou soit le traitement usuel. Donc, ce qui est disponible de façon volontaire, si vous voulez, dans la société en ce moment, ce qui n'est pas très étoffé, disons-le. Donc, ce qui serait intéressant, nous, ce qu'on essaie de trouver, mais ce qui est pas disponible, c'est, bon, est-ce qu'on compare l'efficacité de ces traitements forcés-là à une offre de service volontaire pour les gens ou une offre d'accompagnement qui est bonifiée. Mais ça ne se trouve pas. On n'a pas de données par rapport à ça. Puis c'est pas juste nous qui disent ça. Donc là, on peut passer à la prochaine diapositive. Merci. C'est pas juste nous qui disent ça. Même les architectes des programmes de traitement forcé pour l'utilisation de substances, notamment en Alberta, reconnaissent le manque de données scientifiques pour les traitements forcés pour l'utilisation de substances. Mais ce qui est plus intriguant par la chose, c'est qu'on utilise ce manque de données scientifiques-là pour venir justifier le fait qu'on doit forcer les gens à des traitements pour l'utilisation de substances, parce que quelle belle opportunité pour récolter des données, pour pouvoir prouver que ça fonctionne. Et donc, je vous ai mis un petit extrait d'un white paper, je ne sais pas comment dire ça en français, d'un des architectes du système albertain. Puis je trouve ça assez flagrant puis assez impressionnant parce qu'on ne verrait jamais ça pour le cancer, par exemple, ou pour l'hypertension. Imaginez un moment. Prenez ce médicament, on sait que ça se peut que ça cause la mort, vous êtes forcé à le prendre, on ne sait pas si ça fonctionne, mais on va prendre des données pour démontrer que peut-être ça fonctionne. Jamais qu'on parlerait de ça si c'était le cancer, si c'était le diabète, si c'était l'hypertension, etc. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, il y a quelques grands constats de notre rapport à Emmanuel et moi. D'abord, il y a une variété de mécanismes légaux qui permettent les traitements forcés psychiatriques, mais traitements forcés pour l'utilisation de substances qui commencent, là. La différenciation entre les milieux fermés puis les milieux communautaires, c'est très complexe, c'est presque impossible à faire. Il y a une faible qualité des études scientifiques, puis c'est pas juste nous qui le disons, même les gens qui prônent le traitement forcé le reconnaissent aussi. Les études empiriques sont rarement contextualisées en fonction des cadres légaux. Ça, c'est intéressant. Donc, Emmanuel vous a présenté une variété de cadres légaux au Canada, mais cette variété-là existe aussi à l'international. Et dans les études recensées, c'est très rare qu'on définit ou qu'on explique c'est quoi les cadres légaux dans lesquels les études ont été effectuées. Puis, il manque des données publiques canadiennes. Donc, les études robustes n'ont pas été faites au Canada. Là. Ils ont été faites en Australie et aux États-Unis majoritairement. Il n'y a pas d'études robustes longitudinales, randomisées, contrôlées, etc. Au Canada. Et puis, il y a un vide très flagrant d'études sur les populations historiquement visées par les traitements forcés. Les femmes, les personnes racialisées, les personnes autochtones, les personnes des minorités sexuelles, les diversités sexuelles. Donc ça, c'est les grands constats qu'on a fait pour notre rapport. Puis, ça nous a mené à émettre 5 recommandations. Donc, on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Oh, ils sont déjà là. 5 recommandations. Le premier, c'est que le droit doit suivre l'état des connaissances scientifiques. Puis, en matière de traitement forcé, comme on l'a vu, ils sont pas là. Les études empiriques en matière de traitement forcé doivent considérer les cadres juridiques pertinents, cadres légaux et juridiques pertinents. Ça va de soi. C'est plus des recommandations pour les chercheurs. Nous croyons que les traitements, évidemment, les traitements avec consentement doivent être priorisés. Ça, c'est une des recommandations qu'on va vous amener à discuter là, des questions spécifiques tantôt. Que l'usage de la coercition doit faire l'objet d'une divulgation publique systématique, incluant des données scientifiques sur les groupes historiquement visés, qui sont inexistants en ce moment. Puis Rob va pouvoir vous parler tantôt de la difficulté avec laquelle on peut avoir accès à aux faibles données qui existent au sujet. Puis finalement, on propose peut-être la création d'un bureau fédéral de l'enquêteur des lieux de coercition en matière psychiatrique et d'addiction, un peu pour faire un miroir ou reproduire un peu ce qui existe pour le bureau de l'enquêteur correctionnel au Canada.